À quoi s'attendre sur les marchés financiers pendant l'année 2026? Quoi faire? Comment le faire? Je t'explique tout dans cette vidéo, je t'emmène avec moi avec les vrais de gestion privée. Alors dans cette vidéo, on va aborder les différentes classes d'actifs, les différents marchés, les différents supports d'investissement. Et donc on va les décortiquer, voir ce qui s'est passé ces derniers mois, éventuellement ces dernières années, et comment toi en tant qu'investisseur, tu peux te positionner sur les marchés sur l'année 2026. Donc les classes d'actifs que l'on va passer en revue vont être le marché action, le marché des crypto-monnaies, les métaux précieux et enfin le marché immobilier. Suite à quoi on va voir, donc je vais te partager mon analyse sur les actions que j'estime pertinentes à mettre en place pour un investisseur qui dispose d'un patrimoine entre 500 000 euros et 10 millions d'euros et qui souhaite mettre en place une stratégie d'investissement pour générer des rentes immédiates ou pour plus tard sur l'année 2026. Alors dans un premier temps, ce qu'il faut bien avoir en tête sur l'état du marché actuel, c'est qu'on est dans un marché dans lequel on a énormément d'incertitudes. Aujourd'hui on le voit d'un point de vue macroéconomique, on a des tensions géopolitiques, principalement entre les États-Unis et la Chine, mais également entre Taïwan et la Chine, l'Inde, la Russie. On a des conflits majeurs mondiaux, notamment entre l'Ukraine, la Russie, au Moyen-Orient. On a une situation géopolitique globale extrêmement tendue et incertaine. Et on le sait, les marchés détestent l'incertitude. Donc on est déjà dans une situation macro assez compliquée, au sein de laquelle, tu vas le voir, on a des chiffres de l'inflation, également des taux d'intérêt qui vont se mixer au milieu de tout ça et qui vont compliquer la lecture qu'on a des marchés. Donc un des premiers points qui est extrêmement important à bien suivre pour toi en tant qu'investisseur, eh bien ça va être les taux d'intérêt et leur impact sur les différentes classes d'actifs. Puisque, tu le comprends bien, les taux d'intérêt vont avoir un impact sur la valorisation du marché action, sur la valorisation des devises, donc le dollar, l'euro, etc. Et puis également sur les marchés immobiliers ou encore les métaux précieux. Actuellement, donc au moment où je tourne cette vidéo, donc on est à la mi-décembre, on a eu une baisse des taux d'intérêt sur le marché américain qui dirige et qui drive vraiment les marchés mondiaux, donc de 0,25%. Donc 25 points de base, on est passé de 4% à 3,75%, qui était globalement le consensus attendu par la globalité du marché. Alors comme c'était vraiment ce qui était attendu au niveau du marché, on n'a pas eu d'impact majeur autour de ça. En revanche, les points à vraiment suivre sont du coup les minutes de la Fed, donc c'est-à-dire la Banque centrale américaine qui partagent eux leur estimation sur le marché sur les années à venir. Alors pour l'instant, on est resté à 3,75, donc pas d'impact majeur. En revanche, si on avait eu des taux qui auraient été maintenus au même taux, donc c'est-à-dire à 4%, on aurait pu potentiellement avoir un dollar plus fort, puisque forcément, si les banques centrales rémunèrent mieux les dépôts en dollars, forcément, les gens sont incités à conserver leur dollar, et ça aurait pu avoir un impact négatif sur les actifs à risque, type marché action, marché crypto, et puis le fait d'avoir un dollar plus fort aurait également pu avoir un impact négatif sur les métaux précieux. Aujourd'hui, comme ça n'est pas le cas, eh bien, on a eu finalement des métaux précieux qui restent forts. Aujourd'hui, on est sur une dynamique vraiment haussière sur ces métaux précieux, des marchés actions qui sont un petit peu en difficulté, on va le voir juste après, et des crypto-monnaies qui sont actuellement un petit peu dans la tourmente et dans l'incertitude. Alors, on va rentrer un peu plus dans le vif du sujet, du coup, sur le marché action, qui va être notre premier axe d'analyse. Avant toute chose, voilà, donc je tiens bien à te rappeler que l'analyse que je vais te partager n'engage que moi, mon propre avis, et bien évidemment, ça ne représente en aucun cas un conseil en investissement, une préconisation ou une incitation à investir. Je te partage ce contenu dans un but 100% pédagogique, de manière à t'éclairer sur les marchés. Alors, je vais t'emmener avec moi maintenant sur les graphiques. On va regarder ensemble l'état des marchés actions américains principalement et on va en tirer quelques conclusions. Alors, je te partage ici le Nasdaq, donc on est sur les valeurs technologiques américaines, donc c'est une analyse assez sommaire, mais comme tu le vois au global, donc on est sur des indices et des actions vraiment de qualité, ce qui fait que vraiment sur du long terme, on est sur un marché qui est extrêmement haussier. Si on prend vraiment la big picture depuis les années 2010, on est donc post-subprime. Par rapport à la valeur d'aujourd'hui, on est à plus de 1100% en valorisation sur cet indice-là. Donc les valeurs technologiques américaines qui englobent Tesla, Amazon, Google, Microsoft, Nvidia ou encore Netflix. Donc voilà, on est vraiment sur des actifs de qualité. En revanche, on le voit aujourd'hui, on est vraiment sur un point haut. Effectivement, de toute façon, sur un actif de qualité, on peut avoir tendance à grimper dans le temps. En revanche, aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est qu'on a une inflation qui n'est pas encore pleinement maîtrisée, puisqu'on est aux alentours des 3%. Malgré tout, on a quand même des marchés actions qui sont au plus haut. On va regarder là juste après les niveaux de valorisation de ce marché action. Et comme tu le vois, on a des taux d'intérêt qui sont passés de 4 à 3,75 et on a un réel enjeu autour de ces taux d'intérêt, c'est-à-dire que soit on baisse drastiquement les taux d'intérêt pour redynamiser l'économie et donner un petit peu de souffle au marché et notamment aux actifs à risque, un type crypto-monnaie, tech, US, tech, mondial. En revanche, si on fait ça, eh bien forcément derrière, on sait que ça va alimenter l'inflation, une inflation qui aujourd'hui, comme je te le disais, n'est pas pleinement maîtrisée, qui tourne autour des 3% officiellement. En revanche, à maintenir des taux d'intérêt quand même élevés, eh bien forcément, on contient cette inflation. Malgré tout, on restreint d'une certaine manière le marché du travail et le dynamisme aussi dans l'économie. Donc on est un petit peu face à un dilemme aujourd'hui autour des banques centrales, c'est-à-dire qu'on a une inflation qui est élevée, des taux qu'on peut plus vraiment se permettre de baisser trop fortement, malgré le fait que Trump et son administration fassent vraiment pression
pression pour baisser les taux, eh bien la Banque centrale américaine aujourd'hui se bat pour ne pas avoir à trop baisser ces taux-là. Donc on a un vrai enjeu aujourd'hui autour de la valorisation de ces marchés actions qui peuvent continuer de grimper parce que forcément on est aujourd'hui beaucoup drivé par la tech, notamment les tech US, et leurs profits très bons. En revanche, la question qui est à se poser, c'est de savoir combien de temps ça peut durer. Alors je vais te le montrer là à l'écran, dans tous les cas en fait tu le verras assez bien avec moi, c'est que effectivement on a donc une augmentation absolument énorme de la valorisation des marchés actions au global et principalement US, notamment sur les valeurs technologiques. Tu le vois, avoir des ratios price earnings au-delà de 40, on commence quand même à être assez élevé. Malgré tout, ça n'est pas non plus sur des niveaux qu'on a pu avoir post-Covid, où on a eu des niveaux de valorisation nettement plus élevés que ça. Pourquoi ? Tout simplement parce que on a en fait des bénéfices qui sont en croissance absolument folle. Là, ce que tu vois sur l'action que je te partage, donc c'est l'action Nvidia, on est sur donc un chiffre d'affaires à 130 milliards pour l'instant en 2025 et un bénéfice à 73 milliards. Donc si je te zoome un petit peu dessus, pour l'instant sur une boîte comme Nvidia, on est à presque 56% de marge bénéficiaire, ce qui est absolument énorme. Et en fait, sur la plupart des boîtes tech, comme aujourd'hui on a forcément une productivité qui est accrue grâce à l'arrivée de l'intelligence artificielle, et en fait on a beaucoup d'entreprises qui, malgré une croissance folle, maintiennent malgré tout des niveaux de rapport entre leur valeur boursière et les bénéfices qu'elles génèrent qui restent plutôt cohérents. Là sur Google, tu le vois pareil, sur l'année 2024, on a 350 milliards de chiffre d'affaires pour 100 milliards de dollars de profit. On est sur une marge bénéficiaire à 28%. Et si on regarde sur le dernier trimestre, là ici on est sur une marge bénéficiaire à 34%. Donc on voit que les marges s'améliorent, donc on a une optimisation des coûts, une augmentation du chiffre d'affaires, donc mécaniquement une augmentation de la valeur boursière. Maintenant la question c'est de savoir pour combien de temps et le pari qu'on décide de prendre sur les marchés. Alors c'est vrai que vraiment par conviction, j'aime pas vraiment rentrer sur des actifs fortement élevés dans un contexte d'incertitude comme on a actuellement, dans un contexte de taux qui reste quand même relativement élevé, avec une inflation qui n'est pas non plus pleinement maîtrisée. Autant si on avait une inflation qui était plus faible que ça et qu'on pouvait se permettre de baisser les taux un petit peu comme ce qu'on a fait post-Covid, à la rigueur pourquoi pas. Maintenant le sujet c'est que comme on peut pas se permettre non plus d'imprimer massivement de l'argent et de baisser à tour de bras les taux comme on a pu le faire post-Covid, eh bien la question c'est de savoir où est-ce qu'on peut aller sur les marchés actions sans prendre trop de risques, en tout cas quel est le meilleur pari à faire pour un investisseur. Et c'est vrai que dans ce genre de cas de figure, quand on a des marchés qui sont comme ça nettement au-dessus de leur niveau historique de valorisation, là ici par exemple si on se met sur le marché US sur 5 ans, donc tu le vois historiquement, alors je pourrais te faire un cours, une vidéo plus détaillée sur les ratios de valorisation, price earnings, etc. Sur les 10 dernières années, le ratio moyen sur le marché américain était à 28,9. Pendant le Covid, enfin post-Covid, on est monté à plus de 50, ce qui est absolument énormissime. Et là, tu le vois actuellement, on est à 31,4. Récemment, on était à plus de 32 sur une moyenne historique à 28,9. Donc c'est une moyenne d'ailleurs qui est pipée, puisqu'on a eu une augmentation folle sur les années post-Covid, puisqu'on n'a jamais imprimé autant d'argent en aussi peu de temps. Donc là, en rouge, ce que tu vois, c'est l'évolution de la valeur boursière et en vert, l'évolution des bénéfices. Donc tu le vois, on a une augmentation extrêmement agressive de la valeur boursière, mais qui est soutenue également par une croissance des bénéfices. Et donc c'est très très compliqué de savoir si on va avoir des actions technologiques sur le marché US qui vont continuer de grimper et de s'enflammer. Et honnêtement, c'est vraiment pas impossible, surtout si on a des taux qui baissent et une administration Trump qui arrive à faire passer ses positions et puis des baisses de taux. En revanche, maintenant, si on est un investisseur conservateur, eh bien la solution, elle peut être trouvée potentiellement dans ce qu'on va appeler les entreprises valeurs sous-cotées. Donc c'est-à-dire des entreprises qui peuvent potentiellement être moins sur de l'innovation, moins sur des secteurs potentiellement qu'on va appeler à risque, des actifs volatiles, et plus sur des secteurs un peu plus industriels. Donc on peut avoir par exemple de la grande distribution, des industries dans le conseil qui sont moins sujets à l'innovation, qui ont des business models plus stables et donc forcément qui dans des périodes comme celle-ci sont peut-être moins regardées par les investisseurs puisqu'elles offrent des potentiels de croissance plus faibles. Par exemple, une action dans le conseil comme Accenture ou Capgemini va peut-être offrir une performance moins agressive qu'une entreprise comme Google ou Nvidia. En revanche, dans le contexte de marché actuel, ça peut être un choix intéressant d'aller sur des entreprises type valeurs sous-cotées, donc avec des ratios de valorisation un peu plus faibles, un peu plus abordables, mais qui pour autant peuvent représenter, si on sélectionne bien nos cours d'entrée, eh bien pourquoi pas une bonne opportunité d'investissement. Donc là ici de mon côté j'ai une liste de certaines valeurs, donc par exemple Pernod Ricard, Siemens, Capgemini, SAP, Dell Technologies, etc. Bon alors ça c'est une liste à titre purement informatif bien évidemment, et si on se rend par exemple sur certaines valeurs, eh bien on peut se rendre compte qu'on peut avoir, comme c'est le cas par exemple sur l'entreprise Capgemini, eh bien des points d'entrée qui peuvent s'avérer intéressants. Là ici en vert justement j'avais matérialisé de mon côté une zone d'entrée qu'on a estimé avec le cabinet intéressante ici. Pour moi on est sur une entreprise qui dégage des bénéfices qui sont pas non plus inintéressants, on est sur une marge bénéficiaire à 7,5. Malgré tout en termes de ratio price earnings, tu le vois, on est nettement plus faible qu'une boîte comme Nvidia, on est à 16,6, ce qui reste nettement plus abordable, nettement moins spéculatif et potentiellement un pari un peu plus stable et plus porteur sur les années à venir, en tout cas qui est un peu décorrélé de cette bulle qu'on a actuellement sur les valeurs intelligence artificielle ou tech US voire tech monde. Donc voilà pour ce topo et ce tour d'horizon sur les marchés actions. Maintenant le sujet peut être également de se poser la question
sur la partie crypto-monnaie. Donc sur les crypto-monnaies, je vais te montrer à l'échange, on a un petit peu le sujet, qu'est-ce qu'on privilégie, crypto-monnaie, métaux précieux. C'est vrai que personnellement, au sein du cabinet, on n'a pas spécialement de choix qu'on privilégie, on essaie vraiment d'aller là où on a de la liquidité et là où on estime qu'on peut récupérer de la performance. On a des très fortes convictions sur la partie crypto-monnaie à long terme. À plus court terme, c'est une classe d'actifs qui est un peu plus en difficulté, on va regarder pourquoi. Voilà, nous en tout cas sur la partie long terme, ce qu'on constate sur la partie crypto-monnaie, c'est qu'on a quand même une adoption de masse de la part de fonds de pension, de la part des États. On a des secteurs et des industries entières qui se développent autour de la tokenisation, notamment certaines entreprises qui vont tokeniser des actifs immobiliers, proposer donc des services de crowdfunding à des centaines, voire des milliers d'investisseurs via des biens tokenisés. Donc on a l'industrie qu'on appelle donc Real World Asset, RWA, qui se développe énormément. On a une étude d'ailleurs du BCG qui estime que c'est une industrie qui devrait peser plus de 16 000 milliards de dollars d'ici 2030. Donc on a de plus en plus de particuliers qui vont sur cette classe d'actifs. On a des ETF, on a des entreprises qui commencent à accepter les transactions et les paiements en crypto-monnaie. Bref, au global, on a vraiment tous les feux qui sont au vert pour avoir un marché crypto-monnaie qui, a priori, dans le long terme, devrait être un marché plutôt positif. En revanche, ce qu'on constate, c'est qu'à plus court terme, on a un marché qui est un petit peu en difficulté. Globalement, là, ce qu'on voit, c'est qu'à très court terme, soit on est en train de réimprimer, là, ici, un mouvement haussier sur BTC, mais ça, on le saura vraiment si on repasse au-dessus de cette zone-là. Si on arrive à repasser au-dessus de cette zone-là des 107 000, a priori, ça repasserait plutôt haussier. À court terme, la dynamique de prix laisse penser qu'on a un mouvement haussier à court terme qui se dessine. En revanche, si on regarde l'image un peu plus grande, c'est pas impossible qu'on revienne taper dans ces niveaux de prix, donc là en dessous, voire potentiellement jusqu'au précédent ATH, donc du précédent cycle, sur BTC avant d'envisager éventuellement à nouveau un mouvement haussier. Donc sur les crypto-monnaies, des fondamentaux qui restent quand même assez bons. Un Bitcoin qui a du mal à afficher clairement une direction haussière, forcément avec lui il entraîne l'intégralité des altcoins, donc Ethereum, Solana, AAVE, Chainlink, qui sont nous des altcoins qu'on aime beaucoup, qui actuellement sont en difficulté. À long terme avec le cabinet, on a une vision qui est vraiment positive sur le marché crypto. À plus court terme, il se peut, avec toutes les incertitudes qu'on mentionnait tout à l'heure, donc une inflation qui n'est pas pleinement maîtrisée, des taux d'intérêt qui restent élevés, des conflits commerciaux, des conflits armés dans le monde, il se peut qu'on ait encore pas mal de fluctuations et de volatilité sur les marchés crypto-monnaies. Nous, on estime que dans ce contexte-là, on peut avoir des zones d'entrée qui sont intéressantes. Après, là, il en va de la sensibilité de chaque investisseur et de sa proximité avec cette classe d'actifs. En tout cas, si tu souhaites t'entretenir avec quelqu'un de l'équipe à ce sujet, donc sur la partie crypto-monnaie ou sur la partie marché-action au global, sache que tu as la possibilité de nous contacter gratuitement et d'avoir un appel offert avec quelqu'un de l'équipe. Ce sera un vrai plaisir de prendre contact avec toi pour échanger à ce sujet-là. Donc un marché crypto-monnaie au global assez mouvementé. Nous, à long terme, on a quand même un point de vue quand même positif sur cette classe d'actifs au vu de tout ce qui se passe, comme je te le disais. De l'autre côté, forcément, on a des régulations qui arrivent. Alors à court terme, ça peut peser un petit peu sur le cours des crypto-monnaies. En revanche, je vois quand même ça plutôt d'un bon œil, le fait d'avoir la réglementation MiCA en Europe tout particulièrement, et même dans d'autres pays, puisque qui dit arrivée d'un régulateur dit forcément que la classe d'actifs est prise au sérieux par le gouvernement, par l'État, par l'Europe, et donc au global, on sait que c'est quelque chose avec lequel ils vont devoir travailler par la suite. Donc le fait d'avoir le régulateur nous prouve bien qu'on a un intérêt institutionnel autour de cette classe d'actifs. Maintenant, sur la manière d'aborder cette classe d'actifs, nous, les convictions qu'on a avec le cabinet, c'est vraiment d'avoir une vision winner takes all sur le marché crypto-monnaie. Donc je vais te partager mon écran ici, je te partage le site CoinGecko, et donc si tu te rends dessus, tu verras que tu as ici un onglet catégorie, je pourrais te partager tous les liens en description. Et donc ici, tu verras les différentes narratives de crypto-monnaie, Layer 1, Proof of Stake, Stablecoin, Real World Asset dont je te parlais tout à l'heure, intelligence artificielle, etc. Nous, les convictions qu'on a avec le cabinet, c'est vraiment d'aller sur du leader d'industrie, du leader de narrative. Donc là, c'est-à-dire dans l'onglet Layer 1, typiquement, on va se positionner par exemple sur BTC, Ethereum, BNB, Solana. On va pas forcément aller chercher les petites capitalisations. Là, comme on est vraiment dans un marché où on a de plus en plus de liquidités, de plus en plus d'encadrement, de plus en plus d'institutionnels, on va pas forcément chercher à faire le gros coup sur des petites capitalisations. On va plutôt chercher à aller sur des acteurs bien établis qui peuvent avoir une arrivée de liquidité forte, justement avec l'arrivée d'institutionnels. Donc là, typiquement sur la niche DeFi, on a fait le pari du projet AAVE. On a le projet Chainlink également, mais lui, on le retrouve sur la partie Real World Asset notamment. Donc Chainlink est un projet qu'on appelle Oracle. Donc un Oracle, c'est une entreprise qui est sollicitée principalement pour s'assurer que l'on fait un bon transfert des données du monde réel qui sont bien transposées en temps réel sur la blockchain. Donc c'est un petit peu le type d'entreprise qu'on va comparer aux vendeurs de pelles dans la ruée vers l'or, c'est-à-dire que dans la narrative Real World Asset, l'entreprise Chainlink va, elle, non pas proposer des services de tokenisation, mais plutôt va proposer à toutes les entreprises dans cette industrie d'actualiser en temps réel leurs données sur la blockchain, actualisées avec les vraies données du monde réel. Donc on est vraiment sur une entreprise qui est sollicitée par de nombreux acteurs de cette narrative-là. On a le projet Ondo également, qui est un projet de qualité, mais nous, on fait le pari plutôt d'aller sur une boîte comme Chainlink. Voilà globalement sur nous les convictions que l'on a sur le marché crypto. On est vraiment à long terme positif.
actif. Alors est-ce qu'on aura un BTC à 200 000 $ ou pas en 2026? Là pour le coup pas de boule de cristal, je vais pas me risquer à faire des projections sur ce point là. En revanche on a vraiment une vision long terme, bon père de famille, on reste sur des leaders d'industrie, des leaders de narrative. Bien évidemment le BTC et l'Ethereum qui sont les plus grosses crypto-monnaies, qui sont également celles sur lesquelles on a des ETF, à notre sens sont intéressantes à avoir quand même en portefeuille plutôt de manière conséquente, mais encore une fois c'est un avis qui n'engage que le cabinet et absolument pas un conseil à prendre ni une incitation à investir. De cette manière je te partage en toute humilité et en toute modestie les convictions que l'on a et les stratégies que l'on applique au sein du cabinet Leverage Gestion Privée. Alors en ce qui concerne maintenant les métaux précieux, donc on a un gold qui est extrêmement bon, extrêmement fort, on a une dynamique très haussière là sur l'or. On a eu en fait quelque chose d'assez intéressant, on a eu une grosse zone d'accumulation, on a eu pendant quasiment 10 ans une grosse traversée du désert sur l'or, qui s'est suivie d'une longue période de consolidation qui a enchaîné sur un mouvement haussier assez fort, qui a à nouveau consolidé là pendant quelques mois, qui s'est à nouveau suivi d'une expansion, et donc en fait on voit qu'on a vraiment une montée en escalier sur l'or, donc c'est-à-dire latéralisation, expansion, latéralisation, expansion. Alors là je te mets le schéma en weekly, mais si on le regarde sur des unités de temps un petit peu plus courtes, en fait on se rend compte qu'on a vraiment des phases comme ça de latéralisation, où on a un prix et des acheteurs qui s'accumulent jusqu'à ce qu'on ait vraiment suffisamment de volume acheteur pour casser les prix à la hausse. Et donc la plupart du temps, je dis bien la plupart du temps, ce qui se passe quand on a une consolidation, eh bien on finit par avoir une résolution qui se fait dans le sens de la tendance de fond. Donc c'est-à-dire que dans un marché globalement acheteur, haussier, quand on a une latéralisation, et bien la plupart du temps elle va se finir par une résolution à la hausse. Donc là pour l'instant nous c'est vrai qu'on reste plutôt haussier sur l'or. Là on le voit, on a eu à nouveau donc une période de consolidation, de latéralisation. Pour moi là si on va casser au-dessus de cette zone et qu'on confirme la cassure, et bien ce serait plutôt haussier sur l'or. Après dans tous les cas l'idée serait de rester dans ce range. Tant qu'on est dans ce range, je pense qu'on resterait toujours haussier. Alors pour moi tant qu'on reste au-dessus là de cette zone aussi, ce serait vraiment le seuil à maintenir, donc c'est-à-dire au-delà de 4175 $. Ce qui est intéressant sur les métaux précieux, c'est que là on a eu un or très fort parce qu'on a un dollar très faible. Je vais te montrer l'euro USD par exemple. En début d'année on était quasiment à la parité, 1 euro est égal à 1 dollar, presque. Et là depuis le début de l'année on est passé donc de 1 euro presque est égal à 1 dollar à 1 euro est égal à 1,17 $. C'est vraiment énormissime en termes de chute. Et donc on a un dollar très faible forcément qui pousse des métaux précieux à la hausse, puisque actuellement dans le système de calcul mondial, les métaux précieux sont libellés en dollars. Donc ce qui est intéressant c'est qu'aujourd'hui on a un or qui est très haussier parce qu'on a un dollar faible, mais pas parce qu'il sert de réserve de valeur. Parce que comme tu le vois sur les marchés actions, aujourd'hui on a des marchés actions qui sont au plus haut, des crypto-monnaies un peu dans la tourmente. Globalement on a énormément aujourd'hui de flux toujours dans le marché action, dans les tech US, dans les tech monde, dans les valeurs américaines, européennes dans une certaine mesure, mais on est quasiment au plus haut de partout. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui on a des métaux précieux qui ne servent pas encore pleinement de réserve de valeur, qui sont pas encore des valeurs refuges et qui pour autant sont déjà sur des niveaux de valorisation intéressants. Dans ce contexte-là, c'est vrai qu'on peut, en tout cas je vais me prendre le risque de faire un pari encore haussier quelque temps sur l'or. Alors je dis pas qu'on va avoir un or qui reste haussier ad vitam aeternam, mais ça ne me surprendrait pas de voir un or qui monte jusqu'à 4800, 5000 $, voire potentiellement un peu plus. Je vais pas me risquer non plus à faire des projections trop élevées sur l'or. L'or aujourd'hui c'est une valorisation boursière qui est absolument énorme en termes de milliers de milliards de dollars. Donc forcément pour avoir une hausse de 20%, c'est des capitaux phénoménaux qu'il faut pouvoir injecter dedans. Donc voilà, je veux dire un scénario où l'once d'or monte à plus de 10 000 $, ça m'étonnerait quand même à court terme. Par contre, une once d'or qui monte 4800, 5000 $, ça me surprendrait pas. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a également le silver du coup qui est en train d'avoir un effet de rattrapage. Graphiquement sur le silver, ce qui s'est passé, c'est extrêmement haussier, puisqu'on avait eu une zone ici en 2011 qui n'avait jamais été refranchie depuis. Et donc là, ce qu'on a eu ici, donc je vais mettre des unités de temps encore une fois un petit peu plus courtes, on a eu donc un gros travail qui a été fait au niveau de cette zone là, des 49-50 $ sur l'argent. Ça a été travaillé et on voit qu'en fait donc cette grosse zone de résistance, ici on l'a cassée, on est repassé en dessous, on l'a recassé, on a retravaillé cette zone et aujourd'hui, eh bien on se sert de cette zone, en tout cas on s'est servi de cette zone comme support et comme vraiment pivot haussier sur l'argent. Donc là dans l'immédiat, l'argent graphiquement c'est très haussier et puis on a un effet de rattrapage qui est en train de se produire dessus. Là aujourd'hui l'argent a accéléré vraiment beaucoup plus vite que l'or ces derniers temps. Encore une fois, vraiment faire attention bien évidemment, faut pas rentrer sur une classe d'actifs en se disant voilà ça fait que monter donc je subis le FOMO et je rentre absolument parce que j'ai peur d'avoir du manque à gagner sur la classe d'actifs. Je te le disais moi par éthique et par principe ça m'embête énormément de rentrer sur des marchés tout court, actions, crypto, métaux précieux qui sont
déjà au plus haut. Il y a aussi une question de perspective qui rentre en jeu. Là, autant sur les marchés actions, ça m'embête de rentrer un gros billet d'un coup. Sur les métaux précieux, l'idée c'est pas forcément, en tout cas moi dans mon money management, de rentrer une grosse somme d'un coup. En revanche, c'est plutôt de me dire, à court terme, on a des devises, on a un dollar qui reste faible. Potentiellement, on peut avoir une continuation haussière beaucoup plus justifiée sur les métaux précieux que sur les marchés actions. Et donc, pourquoi pas tirer avantage de cette situation. Alors pour finir, tu vois, ici, moi j'ai préparé une watchlist avec justement certaines valeurs minières que j'estime intéressantes. Voilà, il y a Newmont, Paris Gold. Ici, on a 9 que j'ai sélectionné, que j'estime intéressantes. Je t'invite encore une fois à prendre contact avec nous au sein du cabinet si c'est quelque chose qui t'intéresse de discuter. Pour avancer, on va maintenant aborder le marché immobilier. Donc le marché immobilier a été un petit peu compliqué en France ces dernières années, encore une fois avec l'évolution de ces fameux taux d'intérêt. Évidemment, forcément, inflation élevée dit hausse des taux pour contenir cette inflation, justement freiner cette surchauffe de l'économie. Qui dit hausse de l'inflation dit forcément hausse du coût de l'argent, impact sur les entreprises technologiques et également impact sur le pouvoir d'achat des emprunteurs. Donc, je vais te partager à l'écran certains graphiques pour qu'on puisse voir ça ensemble. Justement ici un graphique que je trouve assez intéressant et puis surtout très évocateur, qui est la corrélation entre la capacité d'emprunt d'un investisseur et le coût du crédit. Alors pour te faciliter les calculs, généralement une variation de 1% va avoir un impact sur la capacité d'emprunt, donc une variation de 1% sur le coût du crédit va avoir un impact sur la capacité d'emprunt d'environ 8%. C'est-à-dire que lorsqu'on a une hausse du coût de crédit de 1%, on va avoir une baisse de la capacité d'emprunt de 8%. C'est-à-dire que à mensualité égale, la personne qui emprunte sur un taux à 2% pourra emprunter 8% plus que la personne qui emprunte avec un taux 1% plus cher. Donc si on emprunte à 2% à 1000 euros, on pourra emprunter 8% plus que la personne qui emprunte à 3%. Et ce qui s'est passé, post-Covid, on a d'abord eu une baisse des taux absolument folle, parce que si tu te souviens, on avait très peur d'avoir une déflation dans l'économie. On s'est dit oulala, mais l'économie mondiale va être complètement stoppée, il faut vite qu'on baisse les taux, qu'on incite les acteurs économiques à relancer l'activité, ce qui a eu pour impact bien évidemment de relancer la machine, mais alors bien comme il faut et beaucoup plus que ce qu'on attendait. On a eu une inflation très forte et donc pour contrer cette inflation, on a eu une hausse des taux d'intérêt. Tu le vois ici, c'est ce que je te montre ici, source Banque de France. Tu le vois en France, les taux d'intérêt entre 2022 et 2023 sont passés à la grosse louche de 1 à 4%. Donc si on revient sur notre graphique précédent, on a eu une baisse de la capacité d'emprunt des ménages de presque 25%, qui est absolument énorme. Dans un marché immobilier où la plupart des transactions se font grâce au crédit, bien qu'on soit actuellement dans un pays qui applique quand même tout un certain nombre de réformes fiscales et de choses qui viennent quand même contraindre les investisseurs, on est quand même dans un pays qui donne l'accès au crédit. En France, je pense que c'est l'un des pays dans le monde qui a l'accès au crédit les plus faciles. C'est un levier d'enrichissement qui est absolument merveilleux. Et donc, dans un pays où l'immobilier repose énormément sur le crédit, avoir un impact négatif de 25% du pouvoir d'achat des emprunteurs avec le crédit, c'est énorme. Et donc, concrètement, comment ça s'est répercuté ici? Ce que tu vois en noir, c'est les prix de l'immobilier dans l'ancien. Et donc, tu le vois, on a eu une baisse des prix forcément. Si les emprunteurs n'arrivent plus à se financer, ce qui est peut-être ton cas, on a eu également des problématiques de taux d'usure. Alors, je rentre pas dans tous les détails, sinon cette vidéo pourrait durer des heures. Mais on a eu des problématiques de taux d'usure, on a eu des problématiques d'obtention de prêts, et pour les personnes qui obtenaient leurs prêts, on a eu des problématiques de montant financé. Comme je te le disais, à mensualité égale, si pour 1000 euros de crédit, tu peux emprunter 25% moins en termes de capital parce que le reste est dans le coût du crédit, forcément, tu vas pouvoir emprunter moins. Si tu empruntes moins, tu as moins à mettre sur la table pour acheter ton bien. Si tu as moins à mettre sur la table, forcément, la demande s'amenuise. Et donc, quand on a une demande qui s'amenuise et qui s'atrophie, l'offre en face est obligée de s'ajuster. Et donc, ça se fait sur plusieurs mois, plusieurs années. Qu'est-ce qui s'est passé 2022, 2023, 2024? Une demande qui a été fortement impactée, une offre qui a été obligée forcément en face de s'ajuster. Donc tu le vois en noir, on a eu des prix qui ont baissé dans quasiment toutes les villes de France. On a des prix qui ont baissé. Si je te le montre ici sur le site Meilleurs Agents, par exemple, on regarde Paris, on a eu une baisse des prix. À Lyon, on a eu une baisse des prix. On devait être à 180, on est passé à 150. On le voit clairement, on a eu un impact des prix à la baisse. Et là, en fait, ce qu'on voit, c'est que actuellement, et tu le vois également en vert sur le volume des transactions réalisées en immobilier. Et là, en fait, ce qui se passe, c'est que comme l'inflation, alors je dis pas qu'elle est pleinement maîtrisée en France, mais elle a quand même été à nouveau un peu plus contrôlée. Et bien, ce qui se passe, c'est qu'on le voit ici, on a à nouveau des taux qui baissent. C'est-à-dire, toi, en tant qu'investisseur, tu le vois peut-être dans ta situation. Qui dit taux qui baisse, dit capacité d'emprunt qui augmente, dit volume des transactions qui peut repartir à la hausse, dit une demande qui réaugmente, et donc un volume des transactions qui repart ici, on le voit en vert, on repart à la hausse, et les prix sont ici en train de se stabiliser et de repartir à la hausse. Donc, en immobilier, on a une tonne de réglementation actuellement, on a des réformes fiscales, on a un encadrement des loyers dans certaines villes, on a des contraintes mises autour de la location courte durée. Malgré tout, sur la manière d'exploiter le marché immobilier, on peut avoir par exemple l'achat-revente qui est une manière, à mon sens, une des voies royales pour exploiter le marché immobilier sur l'année 2026. On ne se met pas à risque vis-à-vis des squatteurs, on ne se met pas à risque vis-à-vis des impayés, des locataires, et puis en fait, on est également moins soumis à toutes les réformes fiscales, la location courte durée, et on va par contre pouvoir bénéficier, a priori
priori de ce rebond qui a l'air de se dessiner sur ce marché immobilier. Donc tu le vois, un marché au global qui est extrêmement compliqué à lire sur l'année 2026, des marchés actions au plus haut, des valeurs technologiques extrêmement spéculées, des marchés crypto-monnaies un petit peu dans la tourmente, des métaux précieux qui sont en train d'exploser, un marché immobilier qui a énormément souffert et qui est en train de subir des pressions fiscales, un encadrement des loyers et beaucoup de réformes. Et donc on se pose un petit peu la question de savoir comment investir et comment se positionner en tant qu'investisseur dans les années à venir. Donc c'est vrai que nous, par rapport à ça, vraiment, la thèse d'investissement que l'on a avec le cabinet, c'est de vraiment mettre en avant et soutenir une politique d'investissement qui délivre du rendement fixe. Donc nous, vraiment, sur la manière de se positionner sur le marché en 2026 pour un investisseur qui a un patrimoine entre 500 000 euros et 10 millions d'euros, vraiment, ça va être de favoriser les enveloppes type dette privée pour financer justement des opérations d'achat-revente. On va se mettre en tant que prêteur pour financer des opérations d'achat-revente. On ne demande pas forcément nous-mêmes d'être experts, parce que c'est un marché extrêmement niché, tu le vois peut-être avec beaucoup de pubs sur les réseaux sociaux. Ça n'est pas aussi simple et aussi beau qu'il n'y paraît. En revanche, nous, en tant que prêteur, on peut inclure tout un nombre de garanties extrêmement sécurisants pour nous en tant que prêteur, pour limiter le plus possible l'incertitude et les risques. J'ai fait une vidéo à ce sujet-là d'ailleurs que je t'invite à regarder en cliquant sur le lien qui va s'afficher à l'écran. Nous savons que la partie prêt privé à des entreprises dans la niche de l'achat-revente en immobilier, c'est un des éléments qu'on va favoriser. Sur le marché action, on va plutôt avoir une thématique sur de l'investissement sur des entreprises valeurs sous-cotées, avec vraiment un enjeu de timing sur la manière dont on rentre et sur les entreprises que l'on sélectionne. Sur la partie crypto-monnaie, on garde un horizon quand même assez long et un regard positif sur cette classe d'actifs. Et sur les métaux précieux, eh bien, on va être positif. À court terme, ça reste haussier, mais extrêmement prudent, parce que justement, sur des marchés qui sont aussi explosifs et qui se développent aussi fortement, eh bien attention au risque de chute extrême et donc attention à pas rentrer vraiment sur la fin de la vague haussière. Donc nous vraiment ce qu'on va favoriser, c'est les placements à rendement fixe, le prêt privé à des marchands de biens, donc à des opérateurs marchands de biens. Nous, ça nous permet d'inclure tout un certain nombre de garanties qui sont extrêmement sécurisants pour nous en tant que prêteurs. Je t'invite bien évidemment à prendre un appel gratuit avec quelqu'un de l'équipe pour en savoir plus sur cette manière d'investir. Et également l'autre axe qu'on va préconiser, c'est vraiment un axe de débancarisation. Aujourd'hui, on le voit de plus en plus, on a des épargnants qui ont du mal à sécuriser leurs fonds, qui ont du mal à générer du rendement sur leurs fonds. On a des banques malheureusement qui sont aujourd'hui en manque cruel de personnel qualifié. Je parle vraiment sur de la banque particulière. Nous on travaille bien évidemment avec des banques privées ou des banques d'affaires, mais vraiment sur de la banque particulière, qui sont souvent les banques des personnes qui sont sur des patrimoines entre 500 000 euros et 10 millions d'euros. Bien on voit qu'on a un manque cruel de conseils, de capacité à apporter un vrai support de qualité, et on a également beaucoup d'encadrement et un manque de liberté sur les virements à réaliser. Là nous récemment on a eu des cas absolument scandaleux avec certaines banques dont on ne citera pas le nom, qui ont posé des problèmes énormes pour des virements qui devaient être faits d'un montant dérisoire. On parlait de sommes inférieures à 100 000 euros. Non pas que j'estime que ce soit des sommes dérisoires de leur taille, mais dérisoires d'un point de vue des banques. On a eu des problèmes avec beaucoup d'organismes bancaires sur le fait de sortir les fonds de chez elles. On a eu des problèmes énormes sur le fait de sortir des fonds euros, donc la dette de l'État français. On le voit aujourd'hui, on a également la Banque Centrale Européenne qui a fait passer un mémo pour avertir les citoyens européens et les prévenir, leur demander de garder du liquide, donc au moins 50 ou 100 euros en épargne, en liquide chez eux, dans l'hypothèse d'une faillite d'un système bancaire. C'est quand même assez alarmant. On a aujourd'hui des banques qui, dans la globalité, sont sur des niveaux de solvabilité. Je t'invite à regarder ta propre banque. On est sur des ratios de solvabilité qui sont entre 10 et 25% tout au plus. Moi, je suis pas spécialement inquiet d'un risque systémique global. En revanche, je suis assez inquiet d'un mouvement de panique de la part des épargnants français. Et effectivement, j'invite les épargnants à la plus grande vigilance quant à leur épargne, quant à la liquidité de leurs fonds euros, quant à la liquidité de leur épargne bancaire. Et vraiment, je t'invite à faire le test, à faire progressivement sortir des fonds de ta banque, et tu verras que parfois, c'est beaucoup plus dur qu'il n'y paraît. Donc vraiment, les grands axes que l'on va travailler avec le cabinet Leverage Gestion Privée sont vraiment les axes débancarisation et puis cibler des placements à rendement fixe. Je t'invite à prendre un rendez-vous si c'est des choses qui te parlent. Tu as un lien sous la vidéo dans la description pour prendre rendez-vous avec quelqu'un de l'équipe. Nous, on se fera un vrai plaisir de faire un premier échange complètement offert pour découvrir ta situation et voir si on est en mesure de travailler avec toi. Donc mets tes questions dans la vidéo, partage-la, abonne-toi et puis prends rendez-vous gratuitement avec quelqu'un de l'équipe pour voir si on peut t'accompagner et travailler avec toi. Alors si les opérations d'achat-revente off-market sont un sujet qui t'intéresse, je t'invite à cliquer sur le lien donc pour approfondir un petit peu cette thématique, et donc tu auras toutes les ressources nécessaires pour creuser un petit peu cette classe d'actifs. Voilà, c'était Bastien, on a fait le tour sur les marchés en 2026, les opportunités à saisir. J'espère que ce contenu t'a plu, et d'ici la prochaine fois, je te souhaite une très belle journée et je te dis à très bientôt.